Louis Vogel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire Agir de Melun et vous êtes en ce moment, évidemment, comme tous les élus de terrain, engagés dans ces élections régionales qui approchent. Tiens d'ailleurs, hier c'était le premier débat télévisé pour les régionales en Île-de-France. Quelqu'un a fait la différence selon vous ? Écoutez, j'ai trouvé ça assez cacophonique. Souvent, tout le monde parlait en même temps, et donc on comprenait plus rien. Je me suis dit, là, je vais me lever, je vais prendre un verre d'eau. Et je trouve, c'est pas parce que c'est mon champion, mais Laurent Saint-Martin, c'est pas si mal débrouillé, même très bien, parce qu'il il était calme et rassurant. Et c'était une sorte de repère dans une sorte de querelle de chiffonnier autour. Donc on le voyait et on voyait ce qu'il avait à dire. On a du mal à passionner les électeurs, vos électeurs dans votre ville de Melun, quand vous leur parlez des régionales, ils vous disent « Ah oui, c'est vrai ». C'est sûr. Déjà, on a du mal à passionner les électeurs pour les élections tout court. Oui. Ensuite, a fortiori pour des régionales qui ont lieu en même temps que des départementales. Et avec un scrutin régional qui se fait par département. Alors vous imaginez un peu pour expliquer ça aux habitants. Enfin, moi je suis tête de liste pour la Seine-et-Marne, mais pour les régionales. Voilà. En face de ça, il y a des candidats aux élections départementales. Il faudrait simplifier tout cela. Le conseiller territorial qu'avait inventé Nicolas Sarkozy, est-ce que ce n'est pas une bonne idée ? Mais bien sûr, c'était pas mal du tout. Et je pense, entre nous, qu'il y a vraiment un échelon de trop dans le maillage, dans le millefeuille territorial. Il faut absolument qu'on arrive à régler ce problème. Donc, on ajoute des couches. Et vous imaginez un peu ce que ça représente, comme les économistes parlent de coûts de transaction. Et je dirais que c'est encore plus grave que ça, parce qu'on ajoute aussi des cloisons. C'est aussi en horizontal que ça ne marche pas. Il y a plein, dans notre pays, de façon générale, il y a plein de gens qui, normalement, devraient travailler ensemble, qui appartiennent à des corps, des administrations différentes. Donc, je vous donne un exemple très simple. Les professeurs d'université et les conservateurs qui gèrent les bibliothèques, c'est pas le même corps. Ils travaillent pas la main dans la main. Normalement, tout ça, ça doit former une équipe pour aller ensemble dans la même direction. Ben non, c'est pas comme ça. Quels thèmes vont faire la différence dans ces élections régionales ? Dans les sondages, on entend parler de sécurité, c'est pas une attribution des régions. On entend parler d'emploi ou de social, c'est pas une attribution directe des régions. C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est quel va être celui qui va participer au mouvement de relance de notre pays. C'est pas seulement économique, cette relance, c'est psychologique, qui va être celui qui va incarner le grand changement. Chez nous, c'est quoi qu'il en coûte. On y va, on met de l'argent dans le système, parce que c'est pas une question d'argent, il faut que tout le monde ait envie de se réveiller, de recommencer. Il faut incarner le rebond. Exactement. Et celui qui l'incarnera le mieux, je pense, c'est celui qui parlera le plus facilement aux électeurs. La gifle donnée à Emmanuel Macron a atteint lors d'un déplacement continue à faire du bruit. Le jeune homme arrêté passe en comparution immédiate aujourd'hui. Comme juriste, est-ce que vous approuvez cette rapidité de la justice ? Écoutez, on dit toujours qu'une bonne justice, c'est une justice qui est lente, mais là, il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Les faits sont là. Les faits sont là, voilà, c'est flagrant. Donc, quand c'est flagrant, vous savez, la justice a deux vitesses. Quand c'est flagrant, ça va très très vite. Donc, je pense que c'est pas un problème. Moi, ce qui me frappe plutôt, c'est que j'ai l'impression que notre démocratie est quand même en crise. Parce que on ne considère pas l'autre comme quelqu'un qui a une opinion différente avec laquelle on peut parler. Dialogue, c'est la base de tout. On le considère comme un ennemi auquel on n'a rien à dire. On lui donne une gifle et puis c'est comme ça. À bas la Macronie, je trouve que c'est assez grave. Et je pense que Internet a un peu cristallisé tout ça. Parce que les gens se parlent entre eux. On voit bien qu'il y a plein de petits groupes et on considère que celui qui n'en fait pas partie, c'est comme s'il n'existait pas, on n'a rien à lui dire, on n'a pas à le convaincre. Ça crée de l'exclusion plus que du consensus. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a une deuxième chose qui me frappe aussi, ce manque de respect. C'est quand même frappant, là, devant les institutions. Moi, je le sens en politique, on le voit tous les jours. Tout le monde croit qu'il est compétent pour régler tous les problèmes. L'intermédiation, c'est rejeté. Moi, je veux régler, c'est la démocratie directe. Oui, mais si on a inventé des représentants, il y a bien une bonne raison. C'est qu'on on pense qu'il y a quand même des gens, à force d'exercer des fonctions, qui sont plus à même de régler la chose. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas de démocratie participative, mais il ne faut pas remettre en question toutes les institutions qui existent et qui font tourner le pays. Là, c'est le président de la République, en plus, qui a été visé, frappé. Ouais. Est-ce qu'il faut être indulgent ou est-ce qu'il faut être, au contraire, impitoyable ? En soi, cet acte, il n'est pas important. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, c'est un geste isolé, il ne l'a pas attaché, il n'a pas souligné que c'était important. Mais au fond,
ça traduit quelque chose de ce que je viens de dire, de profondément délétère dans un pays démocratique. Donc, il faut faire un exemple quelque part pour bien signifier. Je pense qu'il faut réagir fortement, soit par le discours, soit c'est pas une question de sanction, on va pas lui redonner une gifle, c'est pas le problème. Je pense qu'il faut faire comprendre à cette personne et à tous les autres que des actes de ce type, ce sont des actes qui finissent par entraîner un mouvement général. Vous voyez, la cacophonie hier soir, c'est aussi un manque de respect de l'autre. Le dialogue, c'est qu'on laisse parler quelqu'un et après on reprend la parole. Si oui, tout le monde parle en même temps, il n'y a plus de démocratie. Le déconfinement est entré dans sa phase 2. Alors, est-ce qu'à Melun, la vie est redevenue normale? Ça recommence. Je vais vous dire une chose, les habitants, les Melunaises et les Melunais, ils sont contents. Parce que ça commençait à peser. Il y a l'aspect économique des choses. Le gouvernement a fait quand même des efforts fantastiques. 200 milliards d'euros réinjectés dans l'économie, c'est pratiquement 10% du PIB français. C'est énorme. Mais je pense que c'est utile. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas le plus important. L'économie va redémarrer, d'ailleurs, elle a redémarré. Il y a eu 50 000 de création d'emplois là au premier trimestre, on voit bien. La consommation repart. Il y a plus de dépenses en carte bleue dans la période actuelle que juste avant Covid. On rattrape. On rattrape, voilà. Il y a un nouveau départ et je pense qu'il faut qu'on fasse mieux qu'avant encore. Vous savez, la crise, ça va donner des leçons. Moi, j'ai rendu visite à un entrepreneur de click and collect. C'est pas parce qu'on est en fin de crise que le click and collect va s'arrêter. On crée peut-être une nouvelle économie. Je pense qu'on crée une nouvelle économie. Est-ce que le stade suivant, psychologiquement, ce n'est pas de pouvoir enlever le masque à l'extérieur? Bien sûr. À Melun, on pourrait le faire déjà. Écoutez, je pense qu'il faut petit à petit. Regardez, là, quand je suis arrivé dans votre radio, je ne savais pas si je devais le garder, le remettre, etc. On ne sait plus Regardez trop. Dans un café, vous devez le mettre pour aller à la caisse, mais quand vous êtes sur la terrasse, vous ne le mettez pas. Donc ça devient compliqué. Il faut qu'on y arrive rapidement, mais je pense que le président de la République est tout à fait dans cette idée. Il faut relancer le pays, il faut qu'on y aille, et il faut qu'on soit positif, quoi. Et les gens, nos habitants, les Françaises et les Français, n'attendent que ça. La bataille de la vaccination semble vraiment maintenant bien partie, presque gagnée. 28 millions de Français ont reçu une dose. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas été mieux organisée et plus vite si on l'avait confiée aux maires? Tous les gens qui disent « Ah, moi, ça a été très simple », c'est quand ils sont passés par la mairie. C'est bien de dire ça à un maire. Oui. Donc, je ne peux qu'être d'accord avec vous, mais je pense que c'est vraiment vrai. Là, on vient de dépasser la Suisse. On présente toujours les Français, on n'est pas des rigolos. C'est quand même vraiment bien. La Suisse, l'Italie, le Portugal, on les a vraiment dépassés. 80% des personnes plus de 75 ans sont vaccinées. Enfin, c'est vraiment bien ce qu'on est en train de faire. Alors, quand vous parlez des maires, je vais vous dire que je suis entièrement d'accord avec ça. Parce que le problème de notre pays, c'est que souvent les décisions, elles se font au mauvais niveau. Pourquoi est-ce qu'un maire est intéressant dans le cas de la vaccination? Nous, dans toutes les mairies, il y a ce qu'on appelle un CCAS. Donc, Centre communal d'action sociale. Exactement. Dans toutes les mairies, il y a ça. Qui connaissent tous les seniors. Et un senior, il faut le connaître pour le convaincre, premièrement. Ensuite, si on le connaît, on sait qu'il ne sait pas servir d'informatique, donc on pourra l'aider. Ensuite, on sait aussi s'il peut se déplacer ou pas, ou s'il faut lui envoyer une navette. Nous, c'est ce qu'on a fait à Melun. Moi, je suis président, en tant que maire, je suis aussi président du conseil de surveillance de l'hôpital. On a mis des agents de la mairie à disposition. On a mis en place tout ça. On a inscrit les gens nous-mêmes. La mairie avait accéder directement à l'informatique du centre de vaccination. Eh bien, ça s'est passé très, très bien. C'est un trait de ce gouvernement, quand même, d'oublier très souvent la décentralisation, d'être très vertical, très centralisé. C'est un trait de la France, je crois, en général. Il y a trop de verticalité et pas assez de rejet à la base. Voilà. Et c'est ce que les personnes demandent. Et en plus, c'est ce qui permettra d'être efficace. Alors, vous avez reçu, très récemment, Édouard Philippe, c'était hier, je crois, au sein d'un club que vous animez, le club d'Iéna. Ouais. Alors, est-ce que vous l'avez trouvé en embuscade pour la présidentielle? Non, pas du tout en embuscade. Je pense qu'il a vraiment un destin national. Il n'y a pas beaucoup de femmes ou d'hommes politiques qui peuvent prétendre à ça aujourd'hui. Il en fait partie. Je pense qu'il réfléchit il a appris beaucoup de choses pendant qu'il était Premier ministre. Il réfléchit un peu à les questions qu'on se pose là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre le pays complètement sur pied? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'Assemblée nationale fonctionne mieux, pour que le Sénat fonctionne mieux? Il y a plein de propositions dans son livre. Et donc, il réfléchit à ce qu'on pourrait faire en France pour le futur. Et en parfaite harmonie avec Emmanuel Macron. Il n'est pas du tout... Vous ne le sentez pas dans une tentation de la félonie? Non, pas du tout. Il ne sera pas le baladur d'Emmanuel Macron. Ça, je vous laisse la paternité de la formule. Mais je pense que
il n'est pas du tout dans cette optique. Et je crois qu'il passe très bien. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'il peut dire parce qu'il a l'expérience. Et il le dit bien. Et c'est marrant d'ailleurs pour vous dire le rapport entre les deux. Ils se sont mis d'accord pour ne trahir aucun secret des conversations qu'ils auraient eues tous les deux. Vous voyez, donc c'est vraiment un couple harmonieux, Emmanuel Macron et Édouard Philippe. On voit bien qu'il ne sera pas dans cette dissidence-là. Néanmoins, la présidentielle n'est pas écrite. On ne sait jamais si un président peut se représenter ou pas. On l'a vu avec François Hollande. Bien sûr. Ça veut dire que cette majorité a un remplaçant de luxe au cas où Emmanuel Macron, pour une raison ou pour une autre, ne retournerait pas au combat. Un remplaçant de luxe, je retiens cette formule. En tout cas, il est là. Je pense qu'il jouera un rôle dans le futur, j'en suis persuadé. Mais je pense qu'Emmanuel Macron est vraiment le mieux placé aujourd'hui pour prendre la suite, sa propre suite. Le problème, c'est le concept de majorité. La République En Marche, on le voit bien, c'est un parti qui a eu du mal à s'implanter. D'ailleurs, Édouard Philippe n'en est même pas membre. Oui. Vous voyez la majorité à l'Assemblée se déliter de petit groupe en petit groupe au fil du quinquennat. Vous-même, vous êtes membre d'Agir. Ouais. Quelle est la stratégie d'Agir dans cette présidentielle ? Alors, on est très cohérent. Agir fait partie de la majorité présidentielle. Hein, donc, mais vous n'êtes pas En Marche. On n'est pas En Marche, on est à côté. Mais la majorité présidentielle, c'est En Marche, c'est le MoDem, c'est Agir. On peut dire qu'on est à la droite, au centre droit de la majorité présidentielle. D'ailleurs, souvent, c'est des anciens républicains qui sont passés à Agir, parce que des républicains, il y en a aujourd'hui de deux sortes, hein, si on suit bien. Vous savez ce que dit Édouard Philippe. La poutre au travail. A commencé par fracturer la gauche, il est en train de fracturer la droite. Il y a une partie des LR qui regarde vers Macron, une partie vers Marine Le Pen. Et il y a une partie, exactement, c'est exactement comme ça. Et vous pouvez vous récupérer, aider cette partie de la droite à rejoindre la Macron. Moi, je crois beaucoup, c'est pour ça, je pense que c'est une idée aussi du président de la République. Maintenant, il faut qu'il s'occupe de la droite, il faut restructurer à droite. Il y a des implosions qui se passent un peu partout. Ce que vous venez de dire, c'est un constat tout à fait objectif. Aux Républicains, il y en a de deux sortes. Il y en a qui sont très proches de Le Pen et il y en a qui ne sont pas du tout proches de Le Pen. Et je pense qu'il y a place pour un grand parti de centre-droit, ici dans ce pays, qui fera partie de la majorité présidentielle. Alors on le voit pour les cadres, mais pour les électeurs, on a l'impression, et c'est peut-être le cas à Melun, que des électeurs de droite qui ne sont pas très pro-Macron, ils sont en train de se dire « Ah ben on n'a pas essayé Le Pen, la prochaine fois c'est Le Pen ». Et puis la situation du pays mérite un grand coup de balai. Il y a cette tentation, non ? Oui, c'est une fausse bonne idée, ça. C'est vrai que l'insatisfaction, c'est pas un vote positif, Le Pen. Il y a beaucoup de gens qui ne votent pas pour Le Pen. Ils disent « Ah, il n'y a rien qui se passe. Vous avez parlé de la sécurité. » Bon, il y a des problèmes de sécurité. Même à Melun, il y a des problèmes de sécurité. Moi, j'ai renforcé la police. Et donc, j'ai mis des caméras. J'ai doté la police municipale de moyens comme elle n'avait jamais eu avant. Il faut répondre aux besoins. Et c'est un besoin. Et ça touche les gens de très près. Hein. Ce n'est pas théorique, la sécurité. C'est par exemple que vous rentrez chez vous. Il y a du trafic dans les escaliers. Vous devez attendre 1 heure avant de pouvoir retourner dans votre appartement. Vous imaginez que vous n'êtes pas content du gouvernement. Et c'est ça. Et vous provoque. Mais bien sûr, bien sûr. Donc il faut qu'on réponde. C'est pas un gros sujet. Il y a moyen de régler ce problème. Et donc il faut le faire. Et je pense que le vote Le Pen, il disparaîtra de lui-même. Hein. Voilà. Louis Vogel, merci. Bonne journée. Merci beaucoup.